Allô la planète, de retour du festival Water Trip 2022. Bonjour, le studio de la web radio Allô la planète s'est déplacé sur le festival Water Trip à Montpellier donc pour cette 6e édition et nous avons donc la chance de réaliser des interviews et aujourd'hui donc nous avons avec nous, que je n'écorche pas ton nom, ça m'ennuierait quand même, donc Dawa, je vais te laisser dire le deuxième parce que je voudrais pas l'écorcher. Dathiri Sherpa. Voilà. Dawa c'est mon surnom. Dathiri, c'est mon prénom. Sherpa, c'est mon nom de famille. Et ton surnom a un sens, ça veut dire quelque chose? Alors, Dawa, c'est lundi. Lundi, c'est en langage Sherpa et tibétain, ça s'appelle Dawa. Comme je suis né à lundi, tout le monde m'appelle Dawa. Mais officiellement, mon prénom, c'est Dathiri. Voilà. D'accord. Et Dathiri, ça veut dire Dawa, mais long bio. D'accord. Et tu veux qu'on t'appelle Dathiri alors? Moi, ça me dit. Peu importe. Voilà, c'est peu important. C'est toujours la même personne, Dawa ou Dathiri. Donc, Dathiri, tu es venu présenter un film 300 km vers l'Everest. Et, un film d'Aurélien Chantraine. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est des films qui étaient réalisés en 2019 sur les événements de Solo Kumbu Trail qui j'ai organisé au Népal, dans la vallée d'Everest. Voilà. Alors, le trail, comment tu en es venu au trail? Alors, trail, c'est, j'ai découvert le trail en 1994. Et depuis là, ça m'a donné envie de courir parce que pour nous, c'est courir dans la montagne, c'est un peu promener dans le jardin. Je suis né dans la montagne, j'ai grandi dans la montagne et puis là, depuis 1994, j'ai commencé au Népal. Après, j'ai rencontré ma petite femme avec des amis suisses qui m'ont parlé un peu des trails, évolution de trail en Europe. Tout. Je suis venu, première fois, je suis venu juste pour découvrir un petit peu. Pendant 3 ans, je suis venu un visa touristique. Pendant 3 mois, j'ai couru, je suis reparti. Et puis, au bout de 3e année, on a décidé de me marier avec ma femme. Depuis 1998, je suis installé à Genève. J'ai passé pendant 15 ans à Genève. Après là, depuis une dizaine d'années, je suis sur France, sur la frontière de Suisse et de France. Et tu es une légende vivante du trail. Je sais pas. Mais c'est ce que j'ai lu en tout cas. Oui, c'est vrai, j'ai découvert le trail presque dès le début. Et là, aujourd'hui, je cours toujours, je prends le plaisir, je cours toujours. Et surtout, les trailers entre nous, c'est des petites familles en comparant certaines histoires. Et aussi, on est passionné de la montagne, de la nature. Et on partage beaucoup de choses, on passe beaucoup de bons moments. Après, voilà, les gens, c'est... Je sais pas. Si les gens y disent, peut-être ils ont raison. Tu nous racontais, quand on préparait cette petite interview, que tu étais moine bouddhiste avant dans ton autre vie, avant que tu te lances, tu crapahutes les montagnes en courant. Oui, tout à fait, oui, parce que j'ai passé pendant 7 ans dans un monastère, pas loin de mon village de mes parents, dans le vallée de Solo Kumbu, dans la région d'Everest. J'ai passé pendant 7 ans, là. J'étais moine bouddhiste. Mais dans mon cœur, je suis toujours. À combien d'altitude? Alors, où j'ai passé dans le monastère, c'est 2900 mètres. Ah oui. Voilà. Et dans ce monastère, qu'est-ce qui t'a poussé, incité à partir? T'avais envie d'aller voir dehors, plus près des montagnes? Comment Alors, ça, c'est des histoires un peu particulières, un peu personnelles. Ça veut dire, un jour, j'ai perdu mon papa. Et mon papa, il m'a fait beaucoup de confiance. On est 7 garçons, 2 filles, on est 9 enfants. Et sur 9, je suis le milieu, pile pour le milieu. J'ai 4 de plus âgés que moi, 4 de plus jeunes que moi. Mais mon père, il faisait plus de confiance en moi que tous les restes. C'est pas parce que tous les autres, ils sont pas là. C'est pas pour ça que je dis ça, mais c'est la vérité. Et quand le dernier phrase de mon papa, il a dit à ma mère, si jamais je ne suis pas à la maison, il faut que Dawa vienne occuper ma place. Voilà, ça veut dire prendre la responsabilité des enfants les plus jeunes que moi. Et puis,
Quand j'arrive de monastère à la maison, quand ma mère m'a dit ça, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, si c'est mon dernière phrase de mon père, pas de problème. Voilà. Pour ça, j'ai dit aujourd'hui, dans mon cœur, je suis toujours moine, mais voilà, mon corps, il est entre Europe et Népal. Voilà. Et après le monastère, tu as travaillé, mais tu faisais quoi alors, après la sortie du monastère, quand mon papa n'est plus à la maison, c'est sûr que dans le village, c'est vraiment un village reculé. Dans le village où je suis né, c'est actuellement 32 maisons. À l'époque, c'était peut-être une vingtaine de maisons. Et on est vraiment perché dans la montagne. Il y a pas, les gens y vivent normalement, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent d'acheter ou voyager. Ou ils ne font pas comme ils veulent. Ils sont plutôt paysans ou je veux dire entre guillemets paysans quoi là. Et là, à ce moment-là, j'ai dit je vais essayer d'aller découvrir un peu le Népal, la capitale du Népal. Je suis descendu à Kathmandu. Après, j'ai participé justement à un peu de trekking. J'ai fait pendant 3-4 ans comme aide cuisinière avec mon frère. Il est cuisinier et moi j'étais aide cuisinière. Et puis au bout de 3 ans, j'ai essayé de passer mon diplôme de guide au Népal. Diplôme de guide de moyenne montagne, après le diplôme de guide de haute montagne pour l'alpinisme, tout ça, mais je n'ai pas engagé dedans. Voilà. Et d'ailleurs, on a écrit un livre de l'année 2010. Ils ont marqué 5 vies de Dawa, c'est-à-dire j'ai 5 passages de vie d'enfants à la maison, passer au monastère, retourner à occuper des enfants, occuper des plus jeunes que moi ou ma mère. Et voilà, il y a quelques petits passages. Le trail aujourd'hui, tu organises des courses humanitaires? Oui, tout à fait. Le trail, j'organise 5 trails actuellement. Un au Tibet, Népal, l'Inde et Indonésie. Voilà. Et c'est trails, après, on va dire humanitaire ou pas, parce que moi, je soutiens un projet humanitaire. Quand les gens ils viennent au Népal, comme sur le Kumbu Trail, tout ça, les gens ils vont les projets, tout ça, si quelqu'un qui fait un don ou qui parraine un enfant, tout ça, c'est de bénéfique. Et aussi, quand j'organise, si je trouve un peu de sponsoring, de financièrement, ça sera reversé pour l'association. Mais sinon, il y a la plupart des gens qui pensent aussi je garde une réserve d'inscription pour l'association, mais je vais être honnête, l'inscription, je fais le prix coûtant et des fois, s'il n'y a pas de nombre suffisant, je sors de ma poche l'argent. L'inscription, ça sera très très rarement qui va aller à l'association. Voilà. D'accord. Quand tu accompagnes, tu as un groupe de combien de personnes généralement? Alors, sur le Kumbu Trail, je limite 50 coureurs et entre 12 à 15 randonneurs. D'accord. Voilà. Ça fait à peu près 65 personnes. Pourquoi je limite? Parce que comme on passe entre 4500 à 5000 mètres, et cet endroit-là, on n'a pas beaucoup de possibilités de loger beaucoup de monde. Et en même temps, c'est pas vraiment ma philosophie de ramener beaucoup de monde et faire n'importe quoi. Pour moi, c'est les gens qui viennent avec nous. Il faut qu'ils partent avec plein les cœurs, plein les yeux. C'est mon but. Voilà. Petit comité, on crée des bons liens très solides entre nous. Et puis, il y a les paysages. Voilà. Du coup, quand tu accueilles ces groupes-là, est-ce que cela nécessite qu'ils aient un entraînement minimum physique avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu demandes? Après, oui, je demande un dossier, je fais remplir un petit dossier, expérience de la course par étape, expérience de la montagne, et puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Voilà. Surtout quel endroit il vit. Parce que pour moi, condition physique c'est une chose, mais après, si les gens qui vivent en pays plat et qui n'étaient jamais à altitude, ça c'est plus difficile. Au Népal, les choses les plus difficiles, c'est l'altitude. Après ça, on va adapter, mais pour pas cacher, pour pas jouer avec les faux. L'altitude, c'est dur. Voilà. Et donc, jusqu'à quel âge on peut venir en tant que randonneur? Alors, les personnes les plus âgées que j'ai eues, c'est 73 ans.
D'accord. 73 ans, il est venu l'année passée, il a bien bavé, mais il revient cette année. D'accord. Alors, Oui, parce ça que va. c'est ce que j'allais dire, à 73 ans. Non, il est venu pas l'année passée, c'est dans deux dernières années, je D'accord. suis un peu perdu, mais 2019, il est D'accord. venu. Ok. Il était, justement, vous n'avez pas vu le film, mais dans le film, il a dit c'était dur, il nous a prévenu, c'était très dur, je suis content de le faire. Et puis là, cette année, il s'est inscrit discrètement, il a dit je vais le faire. Et même temps, après le solo combo, il va rester pendant 15 jours dans le village pour aider les personnes âgées et les enfants. Il va travailler comme un bénévole pour l'humanitaire. Voilà. Ah oui. Et alors, combien de temps ils mettent pour faire 300 km? Alors, 300 km, là, on a 15 jours, 15 étapes. D'accord. Hein, voilà. 15 étapes, ça fait quoi? Ça fait 15, vingtaine de kilomètres vingtaine de kilomètres par jour. moyenne, Ce qui est déjà pas mal, parce C'est qu'avec pas mal, le dénivelé. Ouais, il y a entre 1400, à peu près 1400 de moyenne, 1400 de dénivelé par jour. Ouais. Mais pour la journée, c'est pas grand chose parce que là, ici en Europe, il y a des gens qui courent 330 km à 250 km non-stop. Alors c'était très très dur. Mais là-bas, comme course par étape, c'est particulier parce que premier jour, deuxième jusqu'à troisième jour, on a un peu peur, on va avoir quelques courbatures, mais à partir du 3-4e jour, on est dans le vent et ça passe tout seul. Voilà. Les gens, ils ont vu juste commencer et il est fini. Quoi. Ils ont pas. Voilà. Parce qu'il y a moins d'air, enfin, il y a intérêt effectivement d'être en bonne forme physique. Le forme, on ne va pas dire qu'il faut être à 100% en à forme 70 ans. depuis ici, parce que notre corps, il est comment dire, une machine extraordinaire. Si on manipule correctement, si on reste humble, notre corps il est adapté dans toutes les situations. Voilà. Pour laisser le temps d'adapter, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière lors de tes accompagnements qui t'a marqué? Anecdote particulière, c'est les pleurs de tout le monde quand on passe l'école. Voilà. Moi, je dis à chacun, je dis vous n'êtes pas sympa parce que vous avez pleuré une fois. Et quand s'il y a 50 personnes, sur 50 personnes, 45 personnes qui pleurent. Alors moi, je pleure 45 fois et c'était pas très sympa de votre part, j'ai dit. Oui, parce qu'il y a de l'émotion. On l'entendait tout à l'heure. On entendait des témoignages de personnes qui avaient fait la randonnée, qui avaient participé à ces 300 km. Elle parlait d'émotion, de larmes quand on arrive. Ça soude le groupe, l'altitude, la marche. Il y a un peu de tout. Après, dans le groupe, il y a des gens qui restent carrément côté aussi. Hein. Après, ça dépend du comportement de personnes, les ouvertures de l'esprit de personnes. Et c'est sûr que une bonne partie de gens qui moi, ça m'a intrigué parce que quand on arrive à l'aéroport, le premier jour, personne ne connaît personne, il regarde des fresques au travers, qui est lui, qui est elle. Mais 15 jours après, sur le même aéroport, il embarrasse, il pleure. C'est quelque chose qui est créé, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est très fort, qui est créé entre eux. Là. Et oui, qui les unit, parce que déjà, ils partent avec le même objectif et puis ils passent quand même du temps ensemble. Et au niveau émotionnel, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose quand même, malgré tout, qui les unit. Oui, tout à fait. Ouais. Après, voilà. Des fois, émotionnellement, on va pleurer, on va verser en larmes, mais moi, je me souviens une fois, il y avait un gars, une personne qui avait autour de 65 ans. Il passait au col de 5300 mètres. Il s'appelle Jacques. Alors, j'ai dit, Jacques, regarde en face de toi. Il y a Makalo, Lhotse, Everest. Et à 300 mètres, plus de 8000 mètres. Il a pleuré comme un gamin, mais en haute bois, quoi. J'ai dit... j'ai dit, dans ma tête, est-ce que j'ai bien fait de montrer lui? Il y avait pas que nous, il y a des Japonais, il y a plein de gens qui sont au col et tout le monde regardait. Il dit jusqu'à maintenant, j'ai vu que les photos de Everest, c'est incroyable que je vois les Everest comme ça, aussi proche. Il pleurait, mais... Eh ouais, c'est concret là. Non, mais c'est ça. Non, moi, je dis sur 50, il y a 45 personnes qui pleurent. Voilà. Ouais. 45 personnes, moi je suis tellement content qu'ils sentaient quelque chose. Moi, je pleure en même temps. Voilà.
À cette altitude, quelle température il fait? Alors, ça dépend. Si météo n'est pas bonne, il va faire -2, -3, même ça va descendre jusqu'à -7, -8. Et s'il fait beau temps, on va marcher short et t-shirt. Ouais, c'est des climats très secs et juste s'il pleut, il y a des vents, ça refroidit très rapidement. Voilà. Et alors, c'est un tracé qui... est-ce que c'est une boucle? Il fait une boucle. Une boucle, tout à fait. D'accord. Ok. Vous arrivez en haut, puis après vous redescendez par un autre... Oui, tout à fait. C'est une grande boucle. Ok. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que toi, depuis... j'allais dire que tu es tout petit, que tu as commencé les trails. Est-ce que ce réchauffement, tu le ressens Fortement, oui. Non, clairement, glaciaire, ça recule comme ici. Chaque année, plus en plus, et même détachement de la neige, des glaces, tout ça sur l'Everest, tout ça, c'est incroyable. Malheureusement, oui. Ça inquiète les populations locales? Vous savez, moi, j'ai analysé un petit peu parce que je vis en Europe, je retourne là-bas, on parle de climat, on parle d'écologie, économie, tout ça, mais les gens qui sont sur place, ils ont d'autres occupations de dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger demain, mais ils ne sont pas du tout sensibles de ce côté-là. Même temps où ils ne bougent pas du tout, un peu loin qu'ils vont aller, c'est Katmandou, on bouge en jeep, et pour prendre des glaciers ou créer des glaciers, pour il n'y a aucun sens. La plupart entre eux, je dis, une grosse majorité de la population. Flo, tu as encore une question? Oui. Du coup, tu accompagnes au Népal et toi, juste pour ton plaisir personnel, tu fais d'autres trails? Oui, je cours ici en Europe aussi. Je cours une quinzaine, ça m'arrive de courir une vingtaine de trails par année. Oui. Ah oui, quand même, en France? Oui, en France. En France, ça va être en Suisse, en Italie ou en Ardèche. Ou en Ardèche aussi, oui. Ce que tu nous as dit. Et alors, est-ce que tu peux nous définir le trail? Alors, trail, c'est des, entre guillemets, on dit un trail en français, mais un trail en anglais, c'est chemin. On dit chemin. Oui. Trailleur, je sais pas, je n'ai pas trop, comment dire, définir les mots justes, mais trail en France, en Europe, c'est connu comme courant à pied. Sur le sentier. Mais alors un trail, c'est défini par une distance, c'est défini par un dénivelé ou finalement n'importe quelle course à pied sur un chemin? Il y a une définition. Il y a une définition partie de 18 km jusqu'à 80 km, c'est des trails. Et après, à partir de 80 km jusqu'à 100, 300, 350 km, c'est des ultra-trails. D'accord. Voilà. Et après, sinon, tout simplement, trekking, randonnée. Ouais. D'accord. C'est bien de préciser parce que... Oui, et puis après, sinon souvent les gens qui ne connaissent pas vraiment le trail, tout ça, ils disent aussi les marathons. Mais marathon, il y a aussi distance définie. Marathon, c'est sur la route. Oui, c'est ça. Voilà. Après, il y a course de montagne qui fait juste à montée sèche, 8-10 km de montée sèche, ça s'appelle course de montagne. Et trail, c'est parti. Voilà. Il y a dénivelé, un peu important, le dénivelé, si c'est très fort ou moins fort, mais les distances, c'est définies. Oui. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si c'est une question bête, mais est-ce que quelqu'un comme toi, qui est népalais, qui a grandi dans les montagnes, qui gère mieux l'altitude qu'un Européen, a plus de chances de gagner un trail que justement un citadin ou même un Savoyard dont les montagnes sont moins hautes qu'au Népal? Après, oui, dans des zones comme si on fait un trail dans le territoire népalais, c'est sûr qu'on a beaucoup plus avantagé. Après, si c'est en Europe, les dénivelés qu'on peut faire, c'est un cumul, ça fait beaucoup, mais on n'a pas vraiment des montées très hauts. C'est point très haut.
Ça, je pense pas que ça va changer grand-chose. Même un Népalais qui naît aux 4000 mètres, qui n'a pas pratiqué les courses à pied, il n'est pas adapté de la course Corée. C'est sûr que même s'il a les poumons, trois poumons qui est là, il n'est pas adapté de courir. Voilà. Puis ces courses à pied, c'est particulier pour aimer, pour vraiment avoir trouver une bonne sensation de course. Sinon, voilà. C'est pas parce qu'il est né à altitude, il va être très bon. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as couru? Tu as fait une course. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer de faire des trails, de dire la prochaine fois je vais aller plus loin? Est-ce que tu t'es senti tellement bien que tu as envie de poursuivre? Est-ce que c'est les paysages que tu as traversés? Quelle sensation t'a donné envie d'aller plus loin et de devenir un grand trailer? Alors, la première fois que j'ai couru, pour moi, comme j'ai dit, c'est pour nous courir dans la montagne, c'est promener dans le jardin pour nous. Et quand j'ai couru, ça m'a bien plu de pouvoir partager avec d'autres personnes et aussi voir les comportements de d'autres personnes. Voilà. Ça m'a beaucoup attiré et je suis en train de toujours réfléchir. C'est quand on fait une compétition, des fois les gens ils sont prêts de mourir, prêts de tuer pour arriver à une place ou deux places devant. Moi, ça j'ai jamais trop compris et je n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà. Oui. J'ai dit, et puis personnellement, pour moi, continuer de travailler, c'est d'être dans la nature, meilleur moyen de découvrir, meilleur moyen de rencontrer des personnes. Et aussi, chaque fois qu'on fait une course, je vais essayer d'être un technicien de soi-même et médecin de soi-même. Voilà. Physiquement, quand je parle de technicien, c'est physiquement quel moment on va souffrir, quel moment ça va être difficile et quelle manière on va gérer. Et médecin, c'est quelle douleur on va gérer, quelle manière et pourquoi on a la douleur. Et cette douleur, c'est en continu, qu'est-ce que ça va arriver par la suite. Voilà. Merci. Flo? Oui, encore une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a des trails qui te font encore rêver, te dire je ferais bien ce trail dans d'autres pays? Parce qu'on entend souvent parler de grands trails, on va dire connus entre guillemets. Oui. Et puis est-ce que toi tu préfères au contraire aller découvrir des trails un peu moins connus ou alors réaliser toi aussi par exemple un jour le Pacific Crest Trail ou le Te Araora? Tout à fait. Moi, c'est sûr que depuis 2010, j'ai arrêté sur le grand trail, l'ultra trail. Et là aujourd'hui, pour moi, c'est plus, je reviens plus derrière sur la trace de début, en fait. Un petit trail de 50 km et on se retrouve 300 à 500 personnes. Ça m'a plu beaucoup. Il y a plus de convivialité. C'est sûr que sur des grands trails, c'est après médiatiquement, si on cherche les retombées de Goulois, il y a beaucoup plus, il parle beaucoup plus. Mais c'est pas ça que je cherchais, c'est plus de contact, plus de partage. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment le côté humain finalement qui te plaît sur le trail, c'est exactement, pas tant... oui. Parce qu'on sent que effectivement faire un trail pour toi c'est marcher dans le jardin, donc ça a quelque chose de naturel finalement, on sent pas cette idée de réel effort, pour toi ça fait partie de ta nature. Tout à fait. Un peu. Après voilà, c'est aussi physiquement c'est sûr que pour faire une compétition c'est dur, mais pourquoi c'est dur? Parce qu'on force. Et pourquoi c'est moins dur? Parce qu'on part normalement. Voilà. C'est tout simple. L'ordinateur est avec nous et il faut régler les bonnes moyennes et faire des choses correctement. Voilà. Notre cerveau, l'ordinateur le plus important, c'est le cerveau. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Et puis bon, peut-être en Ardèche. Et vous n'avez pas une question sur la Sherpa pour le dos? Ah oui, j'avais oublié. Oui. Comme quoi, il faut jamais préparer les émissions, il faut toujours les faire en direct. Oui, effectivement, pendant notre petite préparation d'émission, d'interview, on parlait des Sherpas. Et je te demandais si, je vais te poser la question, donc est-ce que après le monastère, tu as été porteur Sherpa?
Alors, j'étais porteur, ça, c'est sûr. Sherpa, j'étais avant. Je suis né Sherpa, je vais mourir Sherpa. C'est ton nom. Voilà. Ça veut dire, c'était en fait les Sherpas, c'est des noms de tribus et c'est devenu un nom de famille. Aujourd'hui, voilà. Ma femme, elle est française, mais elle est mariée avec moi, elle s'appelle Sherpa aussi. Et Sherpa, on a un langage à part de népalais. Voilà. On n'a pas le même alphabet. On n'a pas les mêmes années déjà. Et Sherpa, on est descendant de Mongolie. Et les premiers Sherpas, ils sont arrivés sur le territoire népalais avant le XIVe siècle. Le tribu Sherpa, il est connu en Occidentaux à partir de 1953, parce qu'un Sherpa qui s'appelle Tenzing Sherpa, il a ramené Edmund Hillary sur le sommet de Everest. En descendant de sommet de Everest, Hillary, il a dit, j'ai fait sommet de Everest avec mon Sherpa. Voilà, depuis là, il y a eu une confusion entre les coiffes ou les métiers. Voilà. Sherpa, ça va être Sherpa docteur, Sherpa porteur, Sherpa pilote, Sherpa ingénieur. Voilà. D'accord, c'est bien de préciser. Merci pour... Je vous en prie. Et puis pour le voyage, si quelqu'un qui souhaite avoir plus d'informations, juste tapez dawasherpaexperience.com. Et on mettra le lien sur le site de la radio dans la partie podcast. Oui. Avec grand plaisir. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup, Thierry. Bye bye.